Bienvenue sur Télé Djibouti dans ce principal rendez-vous de l'information au sommaire de l'actualité. Une délégation dirigée par la ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement effectue une mission à Washington auprès du groupe de la Banque mondiale et ce afin d'obtenir le soutien pour le financement du projet Zéro Bilan. Et le Premier ministre palestinien Mohamed Chateye a annoncé hier la composition de son gouvernement composé de fidèles du président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas. C'était les titres, bienvenue à toutes et à tous. Une délégation dirigée par la ministre déléguée auprès du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement chargé du logement, Mme Amina Abdi Aden, effectue une mission auprès du groupe de la Banque mondiale, dont la Société financière internationale, la Banque mondiale et l'Agence multilatérale de garantie des investissements à Washington. L'objectif principal de cette mission était d'informer ces institutions des dernières évolutions, réformes engagées, projets en cours, et ce afin d'obtenir leur soutien pour le financement des projets Zéro Bidonville. Après avoir reconnu des progrès notables, les parties ont renouvelé leur soutien au projet et ont promis de continuer à travailler étroitement pour sa mise en œuvre. La ministre a souhaité profiter de ces rencontres pour remercier ses interlocuteurs pour le soutien du groupe de la Banque mondiale à la mise en œuvre des actions prioritaires du gouvernement, notamment dans le secteur de l'habitat. Elle a insisté sur la nécessité de consolider les acquis, de s'assurer que les bénéfices du secteur sont effectivement ressentis par la majorité des Djiboutiens et de faire en sorte que le secteur de l'habitat joue pleinement son rôle de catalyseur de la transformation de l'économie djiboutienne. En fin de séance, les experts de la Banque mondiale et de l'IFC ont décidé d'effectuer une mission conjointe pour explorer les opportunités de mise en place d'un mécanisme de longue durée de financement de l'habitat. Pour mémoire, l'IFC, membre du groupe de la Banque mondiale, est la plus importante institution mondiale d'aide au développement dont les activités concernent exclusivement le secteur privé dans les pays en développement. La délégation djiboutienne a rencontré également le vice-président senior de la GK à Washington, M. Chiori Kato. Les discussions ont porté sur le projet Zéro Bidonville et d'autres projets réalisés par la GK à Djibouti, ainsi que sur les voies et moyens de renforcer la coopération entre la République de Djibouti et le Japon. On participe à cette réunion le ministre de l'économie et des finances, Ilyes Moussa Douale, la ministre de l'Habitat, Mme Amina Abdi Aden, le directeur de l'agence de réhabilitation urbaine et du logement social, ainsi que le directeur du financement extérieur. Direction le Japon, cette fois, où une cérémonie de signature d'accord entre l'ambassadeur du Japon, Ahmed Areta, et le président de l'université de Tokyo, Katsumi Takano, ont signé donc un accord. Cet accord de recherche collaborative a pour objectif de lancer des recherches conjointes sur la gestion durable de l'eau à des fins d'utilisation dans l'agriculture, l'élevage et le reboisement adapté à la région aride dans le cadre du projet SATREPS à Djibouti. Ce projet de recherche sur l'utilisation avancée et durable de l'eau associée à l'évaluation du potentiel d'écologisation a été sélectionné pour l'année fiscale 2018 et sera financé conjointement par la GK et la JST, l'agence japonaise pour la science et la technologie, à hauteur de 2,5 millions de dollars. Le président de l'Université de l'agriculture de Tokyo a souligné que nous assistons, a-t-il dit, à une nouvelle étape d'un partenariat fructueux au service de la protection de l'environnement. Dans son discours à l'occasion de cette cérémonie de signature, l'ambassadeur Ahmed Areta Ali a tenu à adresser les remerciements sincères du gouvernement et du peuple djiboutien à l'endroit du gouvernement et du peuple japonais qui ont toujours fait preuve de générosité avec Djibouti. Il a ensuite félicité tous ceux qui participent à la mise en œuvre des activités du projet. Notre ambassadeur, Ahmed Areta, a rappelé que la coopération dans le domaine de la recherche scientifique et technologique fait partie des thèmes de la TICAD 7, en assurant une nouvelle fois le soutien et la collaboration pleine et entière de l'ambassade de Djibouti dans la phase d'exécution du projet. Retour à Djibouti, le ministre de l'Énergie, Yonis Ali Guedi, a reçu aujourd'hui le nouvel ambassadeur de la République fédérale d'Éthiopie à Djibouti, Abdelaziz Mohamed, dans le cadre d'une visite de courtoisie. Le ministre de l'Énergie, assisté par le secrétaire général par intérim, Abdulkarim Abdullahi Mohamed,
a souhaité au nouvel ambassadeur la bienvenue. Les discussions ont porté sur les relations bilatérales et solides que Djibouti et l'Éthiopie entretiennent dans les secteurs stratégiques de l'énergie. Ils ont également parlé du projet de pipeline gazier qui a été ratifié récemment par les deux parties, de la deuxième ligne d'interconnexion électrique du chemin de fer, tout en soulignant à cet effet que Djibouti et l'Éthiopie étaient un modèle d'intégration régionale dans l'Afrique de l'Est. Le ministre de l'Énergie et l'ambassadeur ont également évoqué dans leur discussion la connexion entre Horizon et le chemin de fer et la sécurisation des produits pétroliers qui traversent le long du corridor Djibouti-Addis Abeba. Il s'agit, en d'autres termes, de veiller à la légalité des produits qui traversent cette route. Enfin, le ministre et l'ambassadeur se sont félicités du développement et de la coopération entre Djibouti et l'Éthiopie et souhaitent contribuer au renforcement de ce partenariat stratégique. Je vous emmène au Tchad cette fois, où la session extraordinaire de la conférence des chefs d'État de la communauté des États sahélo-sahariens s'est tenue hier à N'Djamena sous la présidence du président tchadien. Lors de cette conférence, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a été représenté par M. Moussa Mohamed Ahmed, ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement, accompagné de M. Guelleh Idriss Omar, directeur des relations multilatérales, et M. Hussein Dilash Jobley, directeur de l'Environnement et du Développement durable. La conférence a pris acte des conclusions de la session extraordinaire du Conseil exécutif qui a passé en revue le fonctionnement et les perspectives de la communauté, ainsi que les voies et moyens de la consolidation de la dynamique de cette conférence. La conférence s'est félicitée du dépôt du nombre requis de 15 instruments de ratification et a salué l'entrée en vigueur du traité révisé de la CEN-SAD. Elle a également exhorté les 9 États membres qui ne l'ont pas fait à y adhérer. La conférence a décidé de la nomination au poste de secrétaire exécutif et de son adjoint pour un mandat de 4 ans. 2 hauts cadres respectivement du Niger et du Royaume du Maroc, dont les noms seront communiqués donc par les pays concernés au président en exercice. La conférence demande au président en exercice de faire installer la nouvelle équipe dans les meilleurs délais afin de parachever le processus de réforme et de doter la communauté d'un plan d'action global lui permettant d'atteindre ses objectifs tels qu'inscrits dans le traité révisé. La conférence a également décidé de transférer provisoirement le siège de la communauté à N'Djamena et demande aux autorités tchadiennes d'apporter toute l'assistance nécessaire en vue de permettre au secrétariat exécutif de travailler dans les conditions lui permettant d'accomplir sa mission. La conférence a également adopté une déclaration spécifique sur la paix, la sécurité et la stabilité dans la région. Elle a également rendu un vibrant hommage au président en exercice, Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad, pour sa détermination personnelle dans la réactivation et pour son leadership dans la supervision des activités de la communauté. Retour à Djibouti, le ministre délégué chargé de la décentralisation, Hamadou Mohamed Alamis, a reçu aujourd'hui l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon auprès de la République de Djibouti, Koji Yonetani. À cette occasion, le ministre a présenté à l'ambassadeur les activités entreprises en cours de son département, et ce en cours donc de son département. Il a également formulé les souhaits de fructifier la coopération du Japon, surtout pour exécuter des projets de désenclavement des zones rurales les plus éloignées, mais également de répondre aux besoins en infrastructures de base de ces populations. À son tour, le diplomate japonais a remercié le ministre pour son accueil, tout en lui faisant part de son plaisir de le rencontrer, en remarquant que la décentralisation est au cœur des transformations du pays. Il l'a remercié également pour la clarté de la présentation des missions et défis auxquels son département fait face. Le diplomate japonais a assuré le ministre qu'il a pris bonne note de ses demandes et sa disponibilité à suivre les discussions dans la perspective d'agir efficacement. C'était jeudi dernier que la protection civile a abrité une formation sur le Kaizen 5S sous l'initiative du commandant de corps des sapeurs-pompiers, le colonel Mahmoud Moussa, directeur national de la protection civile. Cette formation est une méthodologie japonaise utilisée par l'armée américaine dans la gestion de leur stock des matériels et des véhicules. Cette méthodologie de qualité de travail a été empruntée par des sociétés privées, telles que Toyota et Panasonic, en vue d'améliorer la qualité ainsi que la capacité de leurs activités de production
Le représentant résident de la GK à Djibouti, Toru Togowa, a exprimé son dévouement à développer leur savoir-faire au niveau de cette méthodologie japonaise. Le directeur de la protection civile, le colonel Mohamed Moussa, a souligné quant à lui l'importance que revêt cette formation. Et avoir bénéficié des avantages que nous a offert gracieusement par notre pays, frère et ami, à savoir le Japon, par le biais de la coopération JICA, à savoir l'OVD et la protection civile. D'où les dons exceptionnels que nous percevons à chaque fois que nous vous demandons. Madame, en mon nom personnel et au nom de la sapeur-pompier de Djibouti, je vous remercie d'avoir accepté d'abriter aujourd'hui la fin de la formation de Kaizen number 5 ici à l'état-major de la protection civile. Dans le reste de l'actualité, l'International School of Africa a organisé hier une journée porte ouverte à l'intention des parents pour en savoir plus sur les possibilités offertes aux étudiants de cette école. Cette cérémonie a vu la participation de la présidente, directrice générale du groupe Sahara Global à Djibouti, du président du groupe Sahara Global à Djibouti, M. Ayman Lutfi Taha, ainsi que les responsables de l'école. L'occasion pour la directrice de faire aussi la promotion de l'ensemble des infrastructures et des facilités offertes par le campus de l'ISA. Composé d'une gamme de salles de classe spacieuses, des laboratoires de sciences et technologies, d'un centre de documentation et d'information, des salles de musique et d'art, plastique, un gymnase, un auditorium ainsi que des espaces récréatifs et en plein air réservés au sport et enfin une cantine et une infirmerie. L'offre pédagogique de l'ISA est basée anglophone, donc tiré du programme américain le plus récent. Ce programme trilingue, anglais, arabe et français, sera dispensé par des enseignants de nationalité compétentes et capables de mener à bien la mission d'enseignement et d'apprentissage. Ils ne sont pas encore inscrits chez nous, à l'école. Et c'est l'occasion pour l'école de montrer depuis ses 3 ans d'existence tout l'avancement et le progrès qu'elle a réalisé. Et nous profitons de l'occasion pour révéler que l'année prochaine, nous aurons des classes, nous aurons le collège qui sera opérationnel jusqu'à la 8e année. Et nous avons bien sûr aménagé toutes les classes avec la technologie dernier cri. Nous avons une bibliothèque qui a été récemment ouverte. Nous avons un laboratoire de sciences qui a été équipé des derniers instruments, tous exportés bien sûr de l'étranger. Page nécrologie à présent, la ville blanche est endeuillée avec la disparition hier d'une grande dame, Fehanda Ali Saleh, ainsi qu'une étoile, s'est éteinte hier. Appréciée pour sa sagesse et sa grande culture dans l'interprétation du folklore traditionnel djiboutien, Fehanda Ali laisse ainsi derrière elle un riche répertoire de chants traditionnels afars et aussi un répertoire de chants religieux à l'RTD. Sa disparition laisse un grand vide auprès de la population djiboutienne, notamment auprès de la jeune féminine qui vibrait en écoutant ses interprétations culturelles et religieuses. Âgée de 74 ans, Fehanda Ali laisse derrière elle une nombreuse famille, dont 2 filles et des petits-enfants. En cette circonstance douloureuse, le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Al-Hamad, le ministre de la décentralisation, les ambassadeurs Aden de l'État et Ahmed Al-État, l'ensemble de la direction et le personnel de la radio-télévision de Djibouti adressent leurs condoléances les plus attristés à sa grande famille, notamment à son frère Saleh Ali ainsi que ses proches. Tous donc prient Allah de l'accueillir en son paradis éternel. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité hors de nos frontières, avec cette opération antiterroriste dans la nuit de vendredi à samedi en Sibérie. Les autorités russes annoncent avoir abattu 2 partisans du groupe ultra-radical État islamique. La suite avec Fardous Hussein. Radical État islamiste. Les 2 suspects présumés sommés de se rendre ont refusé de se plier à l'injonction des forces antiterroristes russes et ont ouvert le feu.
Les forces de l'ordre ont alors répliqué, le quartier a été bouclé, une enquête a été ouverte. La Russie est sans pitié contre Daesh. Ses citoyens ont fourni l'un des plus gros contingents de combattants du groupe djihadiste. En intervenant militairement en Syrie en septembre 2015, Vladimir Poutine avait fixé le cap détruire les djihadistes sur place. Et le Premier ministre palestinien, je vous le disais en titre, a annoncé hier la composition de son gouvernement composé de fidèles du président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas. La suite dans cette séquence. Il a annoncé hier la composition de son gouvernement composé de fidèles du président Mahmoud Abbas. La plupart des postes clés n'ont pas changé. Les portefeuilles des affaires étrangères, des finances restent aux mains de Riyad al-Maliki et de Shukri Bishara. Le gouvernement est composé de beaucoup d'alliés de longue date de Mahmoud Abbas, même si plusieurs petites formations politiques sont également représentées. Atef Abou Seif, porte-parole du Fatah dans la bande de Gaza, attaqué en mars par un groupe d'hommes dans la bande de Gaza, a obtenu le ministère de la Culture. Selon des experts, la décision du président palestinien donc de confier à Chetaye, l'un de ses fidèles, la tâche de former le gouvernement était destinée à isoler davantage le Hamas. Mohamed Chetaye a remplacé Rami Hamdallah qui dirigeait le gouvernement depuis 2014 et qui était perçu comme plus indépendant politiquement. Journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer un très bon après-midi sur Télé Djibouti.